J'aimerais revenir un peu sur la fin de la vie de Elijah Muhammad parce que c'était l'apogée de son mouvement en réalité. On peut voir que au Savior's Day, donc Savior's Day c'est le rassemblement annuel principal de la NOI, le Savior's Day 1974, il y avait 25 000 personnes de la NOI ou autres, et principalement bien sûr des Noirs qui avaient assisté. Et au premier Black Family Day, donc organisé par toujours l'organisation d'Elijah, il y avait 70 000 Noirs qui étaient présents. Black Family Day. Donc pour pouvoir comprendre l'engouement que le peuple avait pour le mouvement institué, ou plutôt dirigé par Elijah Muhammad, il faut revenir en fait au contexte historique qui a fait naître la NOI. Donc il faut revenir en 1877 et non pas à la naissance du fondateur mécois du mouvement, mais bien ce qui s'est passé 3 jours plus tard aux États-Unis, c'est-à-dire le 1er mars 1877. Donc le contexte qui va émerger un événement très important le 1er mars 1877, c'est la fin de la guerre de sécession. Donc la guerre de sécession est terminée depuis des années et les républicains ont le contrôle politique et militaire du sud des États-Unis. Dans cet environnement, 3 phénomènes parallèles ont lieu chez les afrodescendants. D'abord, il y a l'acquisition massive de terres, oui, effectivement. Ceux qui étaient anciens esclaves et d'autres noirs qui étaient déjà libres, ont acquis massivement des terres, contrairement à une idée répandue comme quoi ils n'auraient rien su faire. 8 millions d'hectares du Sud étaient sous le contrôle des Noirs du Sud en cette seconde moitié du XIXe siècle. Deuxième phénomène qui a eu lieu chez les afrodescendants, c'est la recrudescence de l'innovation, plutôt l'explosion de l'innovation, d'où les nombreux inventeurs noirs occultés de l'histoire dont on parle souvent aujourd'hui. Beaucoup datent de cette période-là. Et enfin, il y a eu l'âge d'or, ce que je désigne comme étant l'âge d'or du mouvement des droits civiques. Donc je ne situe pas l'âge d'or du mouvement des droits civiques après Rosa Parks, etc., mais bien à la fin du XIXe siècle, parce que de nombreux Noirs accèdent sans réelle lutte, hors celle qui a déjà été effectuée pendant la guerre de sécession, mais ce n'était pas les premiers concernés en réalité. Donc les Noirs accèdent à des postes importants, de nombreux amendements et lois pro-noirs sont votés, etc. Donc la présence de l'armée nordiste, donc l'armée républicaine en réalité, dans le sud, assurait cet état de fait. Donc les Noirs, en réalité, étaient protégés dans leur avancée par les républicains, l'armée républicaine dans le sud. Puis vinrent les élections de 1877, les élections présidentielles aux États-Unis, que gagna le républicain Rutherford Gifford Hayes face au démocrate Samuel Tilden, après une fraude électorale flagrante, ce qui entraîna une crise entre les élites du Nord et celles du Sud. Nous arrivons donc à la journée qui nous intéresse, donc le 1er mars 1877, où pour mettre fin à cette crise politique qui menaçait de ruiner tous les efforts effectués pour le rassemblement des élites américaines depuis la guerre de sécession, le parlementaire William Levy, William Levy n'était pas un afrodescendant bien entendu, proposa au Congrès... Pardon ? Non, je disais burkinabé de son état, excuse-moi. Ah. Donc William Levy, donc burkinabé de son état, comme tu le dis, proposa au Congrès américain ce qui fut appelé le compromis de 1877. Ce compromis permit à Hayes de rester président en échange du départ des troupes républicaines en faction au sud. Deuxième point, l'établissement des démocrates aux postes clés locaux dans ce même sud. Donc, plus de républicains et les démocrates récupèrent le pouvoir dans leur contrée, le sud des États-Unis. Ce compromis que les Noirs des États-Unis nomment souvent la grande trahison et qui mit les démocrates au pouvoir dans les anciens États esclavagistes, amorça une longue descente aux enfers des afrodescendants. Expropriation, donc ils ont perdu toutes leurs terres, ils ont perdu leurs maisons pour beaucoup, ils n'étaient plus propriétaires en tout cas. Persécution, impunité totale du Ku Klux Klan, lynchage, abrogation de nombreux droits civiques, établissement des fameuses lois négrophobes Jim Crow, qui, soit dit en passant, furent très bénéfiques à la juiverie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des lois Jim Crow. Donc je sais que ça en surprendra plus d'un, mais tout comme en France, ce sont les socialistes
qui furent derrière la colonisation et font aujourd'hui les pro-nègres, car ils ne supportent pas les noirs dignes évidemment, le Parti démocrate aux USA était celui des anciens esclavagistes et c'est lui qui mit en place les lynchages et la ségrégation et ce n'est que depuis J.F. Kennedy qu'ils font semblant d'être favorables aux prétendues minorités. Donc dans ce climat de terreur établi à partir du 1er mars 1877 et de pauvreté nouvelle puisque les Noirs n'avaient plus de possession propre, de nombreux afrodescendants quittèrent le Sud pour un Nord idéalisé où en réalité ils ne trouvèrent pas une vie bien meilleure pour eux. Donc le fameux exode du Kansas de 1877 qui fut massif n'aboutit pas à une réussite massive des afrodescendants dans le Nord, mais bien à une ghettoisation, une sorte de ghettoisation au Nord et toujours la même pauvreté et la même persécution au Sud. Donc dans les années 30, du Nord au Sud, ceux qui étaient désignés comme des nègres sont des paillassons et sont d'une pauvreté extrême. Les étincelles de dignité ont été étouffées, comme à l'opulente ville de Tulsa, en Oklahoma, dans le comté de Greenwood, qui était un phénomène car empli de millionnaires noirs, et qui était même surnommée la Black Wall Street. Donc la ville de Tulsa a été attaquée par le Ku Klux Klan qui travaillait pour le gouvernement. Autre étincelle de dignité qu'il y avait eu à l'époque, avant les années 30, c'était bien sûr Marcus Garvey. Et vous savez, par l'émission de la semaine dernière, ce qui est arrivé. Donc, toute étincelle de dignité, tout noir debout, ont été étouffés, ostracisés avant les années 30 aux États-Unis. Ce qui fait que l'arrivée de la NOI de Elijah Muhammad fut une nouvelle ère, fut une pause, fut un souffle pour les so-called négros, donc les soi-disant nègres, qui, par le biais d'Elijah Muhammad, atteignent le niveau de black man, donc d'homme noir, à partir du 4 juillet 1930. Donc, Elijah Muhammad avait pour projet d'établir non pas un mouvement religieux, non pas même un mouvement politique ou social simple aux États-Unis, mais bien faire une nation dans la nation, se séparer des oppresseurs pour les Noirs, qu'ils fassent leur propre chose, qu'ils établissent leur propre nation, avant même de penser à s'intégrer aux autres populations noires du monde. Donc pour avoir sa propre nation, la nation a des obligations, bien sûr, elle doit vêtir les habitants et les nourrir. C'est pourquoi fut établi le 3 Years Program, donc le programme en 3 ans d'épargne et de sauvegarde de l'argent, un programme que Elijah a établi qui permettait à tous les membres de la NOI et tous les sympathisants qui voulaient participer de laisser pendant 3 ans une petite somme de côté qui serait mise dans les caisses de la NOI pour des projets futurs, donc un projet grandiose qui serait réalisé donc 3 ans plus tard. Donc au lieu d'aller s'acheter des vêtements hors de prix, des voitures dernier cri et autres futilités, parce qu'en réalité ils n'ont pas de quoi manger et se vêtir décemment, ils achètent le minimum et laissent le surplus de côté pour la caisse du programme en 3 ans, et ce qui a permis d'établir un véritable empire pour Elijah Muhammad et sa NOI. D'abord, on va parler de l'agriculture, parce que l'agriculture est primordiale, comme vous le savez, car l'agriculture est la base de tout, que ce soit au niveau ésotérique, au niveau simplement économique, n'est-ce pas? Car c'est par l'agriculture que l'on a même la nourriture, tout simplement. Donc des terres agricoles ont été achetées par la NOI dans l'Alabama. Ils possédaient plus de 2000 hectares dans l'Alabama. Dans le Michigan, 400 hectares de céréales principalement, avec 2 énormes silos, 80 000 poulets, 100 têtes d'Holstein. Donc les Holstein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les vaches laitières principales, celles qui produisent le plus de lait, et une vingtaine d'hectares de pommiers. À la Géorgie, ils avaient une ferme à la pointe du progrès pour l'époque, avec plus de 2000 hectares de cultures diverses, que ce soit des légumes et des céréales et d'autres types de cultures, et un cheptel de 1500 bovins
et de 100 000 poulets. Tout ça, ça n'a pu être possible que par le Free Years Programme, par ce sacrifice de tout le monde pour la communauté. Et aussi hors des USA, ils possédaient 10 000 hectares aux Honduras. En plus de l'agriculture en tant que telle, pour nourrir la nation qu'il projetait de bâtir, Elijah, il a aussi mis en place l'Imported Fish Programme, donc le programme des poissons importés, qui fournissait chaque mois près d'1,5 tonne de merlan bleu austro, qu'on appelle aussi les morues bleues. Hein. En anglais, on dit whitening IHNJ. Donc vous comprendrez plus tard pourquoi je vous ai précisé le nom anglais. Des eaux non polluées, les merlans venaient des eaux non polluées à l'époque du Pérou. Hein. Donc ceux qui fournissaient une nourriture sans mercure et sans parasites et qui étaient vendus en plus à moitié prix des poissons du marché états-unien. Par exemple, pour 500 grammes de poissons, on les vendait aux États-Unis à l'époque entre $1,20 et $2. Et Elijah Muhammad, lui, vendait son poisson pur, sans mercure, sans parasites, des eaux non polluées du Pérou, à 62 cents, les 500 grammes. Donc c'est la moitié du prix, hein, clairement. Les parties du poisson, enfin des poissons qui n'étaient pas consommés par les musulmans, étaient réutilisées comme engrais. Donc il y avait une véritable envie de ne pas gaspiller et de pouvoir faire feu de tout bois en réalité pour pouvoir faire avancer la nation. Donc les deux sont liés, les Imported Fish Programme et l'agriculture. L'Imported Fish Programme permit l'emploi de 500 personnes rien qu'à la ville de New York et fit de même à Chicago, à Philadelphie, à San Francisco, à Washington DC, à Los Angeles, etc. Donc ces produits frais issus des exploitations agricoles ou importés par bateau, les poissons, ces produits frais portaient des labels, hein, comme aujourd'hui on a beaucoup de labels pour la nourriture. Ça existait déjà à l'époque, en tout cas la NOI avait imposé certains labels pour pouvoir montrer aux Noirs que c'était eux qui avaient produit, eux-mêmes les Noirs, c'est-à-dire donc c'était la communauté qui avait produit le poisson ou la nourriture en question. Donc les labels étaient Shabazz Meat, Head Breed, Your Brand Eggs, etc. Donc c'est-à-dire vos œufs, hein, vos haricots. Hein, la notion communautaire, la notion participative était inscrite même dans les labels. On impliquait le consommateur en lui disant que c'était lui, c'était par son achat qu'il participait à la vie de la communauté. Et donc ces produits frais, donc avec ces différents labels, étaient utilisés soit dans le fameux Salam Restaurant. Hein, donc le Salam Restaurant était le restaurant officiel fondé par la NOI, qui servait donc des produits qui étaient en accord avec leur vision de la diététique et qui étaient divisés en 3 parties principales. La Crescent Room, donc la salle croissante, c'était la salle principale d'un restaurant traditionnel. Il y avait une cafétéria et un snack, donc, ce qui permettait de fournir à tous les types de clients noirs qui avaient besoin de manger selon leurs besoins, selon leurs moyens. Ils pouvaient aller au Salam Restaurant. Il y avait aussi les Your Supermarket, donc votre supermarché, qui était approvisionné par ces produits frais, et les Shabazz Grocery Stores, donc c'est-à-dire les épiceries Shabazz, disséminées aussi dans tout le pays, et qui permettaient, comme toute épicerie, mais qui étaient tenues par les Black Muslims en tant que tels, et qui permettaient de fournir aux Noirs leurs propres produits, sans avoir besoin d'aller dépenser l'argent dans d'autres communautés qui tenaient les autres épiceries. Et donc depuis 1934, si on fait le bilan, on peut remarquer que la NEI avait des boulangeries, des salons de coiffure, des cafés, des laveries, une usine d'impression, des magasins, de nombreux biens immobiliers, dont des bureaux modernes qui valaient jusqu'à $2 millions et qui étaient
bien sûr designés par des architectes noirs, hein, donc c'est toujours la logique for us, by us jusqu'au bout, des camions de transport réfrigérés, etc. En 1974, le groupe avait établi des écoles dans 47 villes à travers les États-Unis, donc Détroit, Washington, Cincinnati, Baltimore, New York, San Diego, Houston, Jackson, Springfield, Atlanta, Cleveland, Richmond, Los Angeles, Miami, San Francisco, Columbia, Houston, Denver, etc. Donc 47 villes dans lesquelles les jeunes noirs avaient accès à l'éducation plutôt que à la vie misérable qui menait souvent à la délinquance dans un certain nombre de lieux d'habitation des Noirs à l'époque. Et une éducation qui leur était propre, comme on l'a vu tout à l'heure, car avec l'éducation traditionnelle aux États-Unis, donc l'éducation imposée par les oppresseurs des Noirs à l'époque, bien sûr, ne pouvait absolument pas les permettre de s'élever, car les laissaient dans une position de dominés, qui n'avaient jamais rien fait et qui ne pouvaient exister que par les Noirs, que par les Blancs, excusez-moi. Donc vraiment, c'était très important pour Elijah d'établir les écoles, et donc c'est pour ça qu'il les a dessinées à travers tout le pays. Il voulait même aller plus loin pour créer des cycles universitaires, on appellerait ça en France, donc des cycles d'études supérieures, mais malheureusement il est mort avant la concrétisation totale de ce projet-là. Il y avait aussi un autre projet qui allait être mis en place avant qu'il meure, c'était un hôpital noir à Chicago, et c'était en très bonne voie, mais malheureusement à sa mort, comme vous le verrez, les choses ont été abandonnées. Donc, bien que les portes soient fermées aux Noirs pour les formations techniques de pointe, quand on parle de l'impression et de l'imprimerie de la NOI qui a permis de faire sortir les 900 000 exemplaires par semaine de Mohammad X, les employés ont appris sur le tas à manier les machines les plus sophistiquées de l'époque d'impression. Et donc ce fut un véritable succès. Ce fut le journal noir qui eut le plus d'impact à l'époque. 900 000 exemplaires par semaine, le Mohammad X. Donc c'était vraiment du jamais vu aux États-Unis à cette époque-là, pour des gens qui n'avaient pas de formation réelle dans l'imprimerie de pointe, l'imprimerie en gros. Il connaissait, le directeur général de Mohammad X connaissait déjà l'imprimerie de petits journaux, mais il n'avait pas une connaissance parfaite des grandes machines nécessaires à une telle impression, et ils ont appris sur le tas et ils ont été efficaces, sapiens, grâce à leur volonté d'autodétermination. Donc après, on peut aussi voir que la technique de la récolte de fonds, en plus des 3 ans d'épargne généraux, parfois il y avait des récoltes de fonds subsidiaires à côté. Par exemple, il y en a eu une qui pendant 3 mois de récolte de fonds a permis à la NOI de payer un jet privé de $1 million à Elijah Muhammad, en plus des avions de fret que la NOI possédait déjà, ce qui permet à Elijah de faire plus de voyages, de les faire dans de meilleures conditions, car ils avaient tous conscience que les voyages d'Elijah étaient bénéfiques à leur nation, car une nation a aussi des relations politiques, des relations diplomatiques avec les autres pays, et donc il était nécessaire, même pour le commerce ou juste pour la diplomatie, que Elijah puisse se déplacer, et donc ils ont fait un effort pendant 3 mois de retenir de l'argent pour qu'il puisse avoir son jet privé. Si on additionne toutes ces possessions de la NEI en 1974-1975, on arrivait à une fortune totale de près de $80 millions. Et le dollar n'avait pas la même valeur que l'époque, je vous le rappelle. Cette énorme fortune était gardée par la Guaranty Bank and Trust Company, qui était la banque de la NOI. Ils avaient leur propre banque, car l'autodétermination économique
doit aussi passer à un moment par sa propre banque. Parce que si c'est les étrangers ou les ennemis qui gardent votre argent, hein, le jour où ils veulent vous affamer, il suffit qu'ils ne vous le rendent pas. Donc la NOI avait sa propre banque, ce qui permettait aussi de se prémunir contre toutes les crises. Car si une crise balaye un jour l'économie des États-Unis, s'ils ont leur propre banque, ils ne seront pas touchés par l'effondrement du système. C'était la logique double de Elijah par rapport à cette banque-là. On peut remarquer d'ailleurs que la banque en question, Guaranty Bank and Trust Company, n'était pas tenue par un membre en tant que tel de la NOI, c'était juste la NOI qui avait fondé la banque et qui était dans les actionnaires, mais le directeur général était Oscar Williams, donc, qui n'était absolument pas un musulman suivant de Elijah Muhammad. C'était juste un autre homme noir de confiance qui avait été placé là. Alors, comme quoi, quand on parle de la solidarité noire, c'était pas du tout un enrobage qu'utilisait Elijah pour pouvoir rassembler des fidèles. Non, c'était quelque chose de concret. Il a pris Oscar Williams, il a vu qu'il était efficace, qu'il était sapient, et il l'a mis à la tête de sa banque, bien qu'il ne soit pas dans son organisation en tant que tel. Pareil pour Muhammad Speaks Newspaper, hein, l'éditeur en chef fut à un moment John Woodward, qui n'était pas non plus un membre de la NOI. Et une des University of Islam, hein, donc les écoles de la NOI, était dirigée par Christine Johnson, qui aussi était une femme noire efficace, sapiente pour son époque, mais qui n'était absolument pas une membre de la NOI. Elijah Muhammad a aussi financé un certain nombre d'hommes politiques noirs qui étaient candidats à différents postes à son époque, toujours dans la même logique. Vous êtes noir, vous voulez travailler, vous voulez faire quelque chose pour faire avancer votre peuple, même si je ne suis pas d'accord sur tout, eh bien je vous aide, car nous sommes une même famille. Elijah Muhammad allait jusqu'au bout dans cette logique-là. C'est pour ça qu'il a financé un certain nombre de leaders noirs. C'est pour ça qu'il a non pas enseigné, mais échangé avec beaucoup d'entre eux, même qui étaient dans des bords politiques très différents, comme Martin Luther King, par exemple, ou qu'il a aussi échangé un certain nombre d'idées à celui qui popularisera l'expression Black Power, c'est-à-dire Stokely Carmichael, plus tard appelé Kwame Touré. Hein, donc, ils échangeaient beaucoup ensemble. Elijah le voyait comme un petit frère qui pouvait amener le message de la conscience noire, du nationalisme noir à une nouvelle génération. Donc même si Kwame Touré n'était pas du tout, enfin Stokely Carmichael à l'époque n'était pas du tout un membre de la NOI, il l'a soutenu, il a échangé avec lui, il lui a appris ce qu'il semblait nécessaire de lui donner comme outil pour pouvoir avancer sur sa voie. Donc Elijah Muhammad était toujours dans cette logique d'union, non seulement des Noirs, ce qui le fit partir dans des voyages aux Caraïbes et beaucoup de voyages en Afrique aussi, mais aussi l'union des basanés, comme je l'avais dit tout à l'heure quand j'avais parlé de l'homme originel, du peuple originel. C'est pourquoi il fit des voyages aussi en Asie, de nombreux voyages, en Amérique latine aussi. Tout ça dans l'idée que sa nation qu'il était en train de forger devienne une nation en bonne entente avec les autres nations du peuple originel. C'était avec eux qu'il voulait des relations diplomatiques et non pas avec les Occidentaux en tant que tels. Hein, donc, la fondation de sa nation s'est bien faite sur le bord politique, elle s'est bien faite sur le bord diplomatique, elle s'est faite sur le bord économique et social. Et on va revenir un petit peu sur cet aspect social. Hein, donc, dans la NOI de Elijah Muhammad, comment les membres étaient, quelle était la doctrine au niveau des membres en tant que tels. On peut voir que tout comme on l'a vu qu'on l'a vu hier dans l'émission des femmes, hein, dans la tradition africaine, les hommes et les femmes sont séparés dans l'éducation. Hein. Les femmes, on leur apprend plus ce qui sert à non seulement tenir le foyer, mais aussi perpétuer la civilisation. C'est pour ça que dans la NOI, les femmes étaient dans
dans une section appelée MGTNGCC, donc Muslim Girl Training and General Civilization Class, donc les filles musulmanes en formation et les classes de civilisation générale. Donc on leur enseignait des choses aussi basiques que la couture, la cuisine, le ménage, comment tenir une maison, comment s'occuper des enfants, mais aussi quelles étaient les notions primordiales à apprendre à leur progéniture avant même qu'elles rentrent à l'école. Quelles étaient les bases civilisationnelles, les graines qu'il fallait planter dans leur être pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes noires dignes. De l'autre côté, les hommes, comme vous l'avez appris hier, comme vous le savez certainement de toute façon, ils étaient dans une éducation plus guerrière. Donc, ils étaient dans la classe des FOI, Foot of Islam. Donc ce sont les gardiens, les défenseurs de la NOI en tant que telle. Ce sont eux qui protègent la nation. Ils sont eux qui sont prêts à la défendre, même si ils ne possédaient pas en réalité d'armes sur eux pendant les réunions de la NOI. Ils avaient une connaissance des arts martiaux, ils avaient une connaissance des techniques de survie, car ils avaient parfaitement intégré que dans la tradition noire originelle, et je ne parle pas ici de folklore ou de coutume, mais bien de l'essence même, pour ceux qui ont bien suivi l'émission cette fois de jeudi d'un franc insolent général, d'un franc insolent l'original, dans la tradition noire originelle, la survie est primordiale. La notion de survie et d'adaptation est celle qui permet la pérennité d'une civilisation. Quand on oublie la notion de survie, la nécessité de la survie, forcément on est détruit par un ennemi lorsqu'il se présente. C'est inévitable puisqu'on n'a pas les armes, on n'a pas les techniques pour se préparer et se défendre. Donc, en prévision d'attaque toujours possible de la nation, tous les hommes de la NOI sont formés de manière militaire, de manière précise. Donc, il y a même des grades militaires, capitaine, lieutenant, etc., au sein de la NOI, pour en faire des hommes dignes, des hommes forts, des hommes capables de défendre leur maison contre n'importe quel agresseur, capables de se comporter de la meilleure des façons. C'est aussi un des buts des arts martiaux, pour ceux qui connaissent, de pouvoir se comporter de la bonne façon au bon moment, de manière précise et rigoureuse. Et voilà comment Elijah Muhammad a fait sortir des gens qui étaient dans la prostitution, des gens qui étaient dans le deal de drogue, des gens qui étaient dans la délinquance ou dans l'inaction totale, qui rataient leur vie de famille, qui rataient tous leurs accomplissements, qui étaient renvoyés à répétition. Il les transforma en femmes dignes, respectables, efficaces et avec des grandes connaissances. Et pareil pour les hommes. Les hommes avec des grands H, comme on pourrait dire, qui étaient prêts à fonder, à bâtir une véritable nation. Donc, on peut dire qu'au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, il avait jeté les bases d'une véritable nation, mais malheureusement, ça avait été repéré par le FBI, bien entendu, ce qui fait que dès 1969, on a un document du FBI du 7 janvier 1969 qui concluait que la Nation of Islam reposait essentiellement sur Elijah. Et que donc, une fois que celui-ci serait mort, il suffirait de compter sur des infiltrés pour pouvoir changer la philosophie, la politique et la stratégie de l'organisation elle-même. Et c'est ce qui est arrivé une fois que Elijah Muhammad a disparu, une fois qu'il a trépassé, n'est-ce pas? Son fils, qui était un agent du gouvernement, Warifuddin Muhammad, a complètement renié les idées de son père au bout de quelques temps, a revendu absolument toutes les possessions de la NOI, s'est mis à placer un drapeau américain en plus du drapeau établi par son père, la nation de son père,
et a rejeté toutes les doctrines sociales, politiques et économiques établies auparavant par Elijah pour les remplacer par un intégrationnisme forcené, donc à l'opposé même de tout ce qui faisait la NOI avant. Donc voilà comment tout un empire grandiose qui avait été bâti par l'association en réalité de tous les Noirs a été détruit en réalité par la trahison un peu plus tard de Warifuddin Muhammad.